Eh bien, c'est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette formation, elle a été aussi développée grâce à la Confédération québécoise des coopératives d'habitation qui nous apporte beaucoup de support. Donc, c'est grâce à eux aussi que vous avez cette formation sous les yeux ce soir. On commence toujours nos formations par vous rappeler les 7 principes coopératifs. Et ce soir, on aimerait vraiment insister sur le premier principe coopératif que vous avez sous les yeux, donc l'adhésion volontaire et ouverte à tous, notamment tout le principe de la sélection et de l'intégration des membres. C'est important de le garder en tête. Et associé à ce principe, on a la valeur d'équité. Donc, on vous demande, en tant que membre peut-être du comité de sélection ou en tant que conseil d'administration, de vraiment garder une pratique juste et objective tout au long de votre processus de sélection que vous allez mettre en place. C'est important. C'est des principes à respecter, c'est des principes à se rappeler, puis ils ne sont pas juste écrits pour qu'on les laisse de côté. C'est important de les appliquer tous les jours dans la vie de nos coopératives. Alors, la sélection des membres, c'est bien sûr une des responsabilités les plus importantes à avoir à tenir en coopérative d'habitation. C'est aussi un grand privilège. Alors, c'est important finalement d'avoir tous les bons outils pour la mettre en application. Pourquoi une des responsabilités les plus importantes? Je pense, comme vous pouvez vous le douter, on fait rentrer quelqu'un dans notre coopérative d'habitation. Alors, on veut s'assurer que ça soit un membre participant, un membre qui comprenne les défis de la vie démocratique de la coopérative et un membre qui sache où il a atterri. Donc, c'est important de le préparer et surtout de sensibiliser les personnes en amont. Rapidement, on ne va pas s'attarder ce soir sur le principe de cession de bail. Si vous avez des questions un petit peu plus poussées là-dessus, on pourrait y répondre à tout moment par téléphone ou par courriel à la fédération. Donc, n'hésitez surtout pas. Je pense au conseil d'administration. Dans tous les cas, en général, les baux des coopératives donc, se finissent le 30 juin, mais il se peut que dans l'année, vous ayez des demandes de résiliation de bail. Ça arrive. À ce moment-là, il faut savoir que c'est le conseil d'administration qui autorise ces résiliations de bail. C'est le plus important à savoir. À ce moment-là, le comité d'administration, quand il a autorisé la résiliation, qui s'est entendu avec le locataire actuel, il va en informer le comité de sélection qui sera constitué dans la coopérative et pour que le comité de sélection mette en place la procédure et qu'il la mette rapidement en place. Ce qu'on veut éviter, c'est des mois de loyer impayés parce que le logement est vacant. Ici, je voudrais aussi souligner l'importance de la relation entre donc, le conseil d'administration, le comité de sélection et le comité d'entretien. Parce que quand un logement devient vacant, donc se libère, c'est important de se poser la question, bien sûr, de la remise au propre. Est-ce qu'on n'en profite pas pour faire des travaux? Donc, c'est vraiment une question importante. Puis, ça va définir la date d'entrée dans les lieux. Pour la sélection et l'intégration, alors là, je parle de sélection et d'intégration. Je sais très bien que dans certaines coopératives, ce sont 2 comités différents. Alors, pas de panique, chaque coopérative a sa propre procédure. Ce soir, on vous nomme les grands principes et puis on vous aide finalement à vous poser des questions, à réfléchir sur votre procédure actuelle. La procédure de sélection, c'est le comité, les 2 entités, c'est le comité d'entretien, le comité de sélection, pardon, et la politique qui va être mise en application par ce comité. Donc, si on commence par le comité de sélection, ce qu'on vous conseille, c'est au moins 3 membres, donc qui sont mandatés par le conseil d'administration. C'est des personnes qui devraient être bons communicants, à l'écoute, donc comme vous voyez, être réceptifs et qui ont à cœur le bon fonctionnement de la coopérative et qui savent finalement communiquer les valeurs coopératives à une personne de l'extérieur, qui savent expliquer le fonctionnement d'une coopérative d'habitation. Ces personnes-là, elles peuvent être formées par le conseil d'administration, elles peuvent se former notamment auprès de la fédération comme vous le faites ce soir, et elles peuvent être accompagnées de membres substituts. Ces membres-là, c'est des membres de remplacement, c'est des membres qui ne font pas forcément partie intégrante du comité de sélection, mais qui vont venir remplacer, par exemple, en cas de conflit d'intérêts, à ce moment-là où ça peut être une des situations.
Donc, comme je le disais, ce comité, il va respecter la politique de sélection qui a été mise en place par la coopérative tout au long de son travail de sélection et d'intégration. Il est en travail continuel avec le comité d'administration par les recommandations qu'il fait, alors que ce soit des recommandations de candidats, de futurs membres, mais aussi par rapport à la procédure qu'il utilise. Est-ce que c'est une procédure qui est passée? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faudrait pas revoir? Il y a des choses qui ne fonctionnent pas? Donc, on fait des propositions, on discute, puis on modifie les politiques. C'est important, les politiques ne sont pas faites juste pour être sur papier, mais elles sont vouées à évoluer. Le mandat du comité de sélection est très simple, c'est important de le spécifier notamment. Sélectionner la personne qui a le plus de potentiel pour devenir un bon membre de la coopérative. Donc ici, gardez en tête les besoins de la coopérative. Rapidement, les responsabilités et les tâches du comité de sélection. Vous allez peut-être en ajouter d'autres, vous allez peut-être en mettre de côté pour les répartir dans un comité d'intégration. Ça, c'est au bon vouloir de la coopérative, puis ça dépend aussi de votre nombre. Alors, le comité de sélection, il intervient à 2 moments clés. Le transfert de logement, donc ça c'est en interne, et la sélection, le recrutement à l'extérieur de nouveaux membres de candidats extérieurs. Le transfert de logement, ce qui est important à noter, c'est que quand un logement se libère dans une coopérative d'habitation, il faut d'abord le proposer aux membres qui sont déjà présents. Une demande de transfert, elle peut se faire au moment où on annonce un logement disponible ou en amont. Et à ce moment-là, le comité de sélection, c'est important de tenir un registre à jour et surtout de dater les demandes, de les classer en fonction peut-être des normes d'occupation. Donc là, on parle indirectement des chambres et du nombre de personnes en conséquence. Évidemment, le comité va avoir à faire la communication, peut avoir à faire en fonction de ce que vous décidez dans votre coopérative. Là, je prends juste un petit aparté pour vous dire que nous, à la Fédération, on a peu de connaissances de vos disponibilités de logement. Alors souvent, on nous dit c'est parce qu'on en a peu, et tant mieux. Je suis ravie d'apprendre que les coopératives sont pleines, tant mieux. Surtout en tant que crise de logement, la crise du logement en ce moment en Outaouais. Mais si jamais vous voulez passer par la coopérative pour communiquer vos offres de logement, sachez que c'est tout à fait possible. Puis c'est intéressant parce que vous allez déjà sélectionner une première personne cible, des gens qui sont peut-être déjà sensibilisés au principe coopératif, puis qui ont déjà peut-être suivi des formations aussi, tout simplement. Préparer les entrevues, donc là, on va rentrer en détail un petit peu plus après. Faire des recommandations au conseil d'administration, peut-être aller faire la vérification des antécédents ou la faire faire. Gérer la liste d'attente. La liste d'attente, ça comprend les formulaires de demande que vous recevez, mais ça comprend aussi peut-être les personnes que vous avez déjà rencontrées en entrevue, mais qui n'ont pas été le candidat final ultime. Donc, il y a différentes listes d'attente peut-être que vous devriez archiver. Alors là, on est sur l'accueil et l'intégration du membre. Est-ce que c'est le comité de sélection? Est-ce que c'est un comité d'intégration? Je pense que c'est ça la coopérative, par exemple, Reboul a 2 comités distincts, notamment par le nombre important de ses membres. Donc, ça peut être une possibilité. Donc, préparer les baux, les faire signer, le contrat de membre. On parle à ce moment-là aussi de la remise des clés, les informations de base, la présentation d'un voisinage et surtout, très important aussi, remettre une liste avec les personnes à contacter en situation d'urgence. Je passe parce qu'on va y revenir un petit peu plus après. OK. Si tu permets juste une Oui. chose, Esther, tu peux revenir? Une des pratiques, justement, pour le 400 réel, c'est une des belles façons, en tout cas, je suis très fier. Mais justement, on t'a parlé de Reboul il y a quelques minutes. Je sais que Reboul aussi rencontre, le CA rencontre les nouveaux membres. En tout cas, j'ai déjà assisté à ce type de rencontre-là avec le CA de Reboul. Au 400 réel, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit le nouveau membre, on lui remet le cahier de membre, et puis on en profite pour répondre aux questions. Il y a des représentants de chacun des comités avec nous à cette rencontre-là. On lui remet une plante parce que notre politique, notre politique d'intégration prévoyait qu'on achetait une plante. Alors, on a toujours fait ça, puis c'est un clin d'œil, puis c'est super drôle à chaque fois. Et puis, dans notre cahier de membres, il y a une page toute simple où on explique c'est quoi les services à proximité.
Alors, il y a un bureau de poste, il y a une bibliothèque, la bibliothèque Aurélien-Doucet. Il y a les écoles secondaires Mont-Bleu, l'école primaire Côte-du-Nord, il y a le cégep de l'Outaouais, le Heritage aussi, le dépanneur Patrie. Fait que, bref, on y va avec des petites affaires plus intimistes. Il y a une petite boîte postale aussi. Fait que dans les petits détails qui peuvent faire la différence sur l'appartenance aussi. Tu sais, on aime, pas juste pour notre coop, mais on est fiers d'appartenir à notre quartier aussi dans ce temps-là. Donc, c'est juste c'est un petit ajout que je voulais faire avec tout ça, sur Tout à fait. l'intégration. Tout à fait. Ce qu'on vous conseille, on sait que parfois on nomme souvent le code de déontologie, code d'éthique et de déontologie des administrateurs, mais ce serait intéressant aussi que le comité de sélection peut-être se munit d'un code d'éthique identique, ou en tout cas qui reprend les principes du respect de la confidentialité, de l'absence de discrimination et de l'absence de conflit d'intérêts. Très important. Pour tout ce qui est confidentialité, donc c'est régi sur la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. C'est important parce que le comité de sélection, il recueille des informations personnelles qui doivent être donc confidentielles et on parle même du déroulement des entrevues qui va rester confidentiel. Donc à ce moment-là, on est déjà en train de former un dossier du futur membre, si on va jusqu'au bout. Et donc ce dossier-là est strictement confidentiel et doit rester à disposition du conseil d'administration uniquement. Donc, ça va peut-être contenir notamment le formulaire de demande de logement depuis le début, le questionnaire d'entrevue, la pondération, on va y revenir après. C'est important que ce soit des renseignements qui restent confidentiels. Bien sûr, éviter toute discrimination, c'est un rappel et ça doit être, donc ça doit être inscrit dans le code d'éthique. Donc, comme vous voyez, vous avez la définition de la discrimination. Raphaël, est-ce que tu veux intervenir? Je sais que c'est ton sujet. Ben oui, absolument. C'est une diapo qui est super importante. Ça fait référence à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Donc, évidemment, de mémoire, c'est l'article 11, distinction. Donc, vous avez les motifs de discrimination qui sont interdits en vertu de la loi. Donc, l'orientation sexuelle, l'âge, la race, le sexe, la grossesse, l'état civil, l'âge, sauf dans la mesure prévue par la loi. Donc, on prévoit notamment là, que une résidence pour personnes âgées là, peut faire effectivement une discrimination sur l'âge parce qu'on vise une clientèle particulière. La religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation de moyens pour pallier à ce handicap. Il y a une nuance, notamment par rapport au dernier point. On ne peut pas demander de contraintes excessives à la coopérative. Donc, une personne qui se déplace en fauteuil roulant, par exemple, on ne pourrait pas demander à une coopérative qui dispose de maisons si la coopérative rejette une candidature sous prétexte que la personne ne pourrait pas, par exemple, se déplacer dans l'ensemble de la maison, ben, cette discrimination-là pourrait être jugée recevable dans la mesure où l'adaptation de la maison occasionnerait des coûts beaucoup trop élevés par rapport à ce que la coopérative serait capable de faire. Donc, c'est pour ça qu'on va faire on va demander normalement, on va essayer de concevoir des logements qui vont être adaptés, qui vont être faits sur mesure pour une clientèle, pour des personnes qui ont un handicap ou qui ont besoin d'un moyen particulier pour pallier au handicap. Moi, je vous invite à penser à ça, non pas seulement qu'à travers la perspective juridique, mais d'y penser aussi à travers le prisme des principes coopératifs. Vous savez, depuis 1895, le premier principe coopératif, c'est l'adhésion ouverte et libre à tous. Et fait que déjà avant les guerres mondiales, avant l'ONU, avant nos chartes, les coopérateurs qui ont pensé au mouvement coopératif voulaient en faire un mouvement qui était ouvert à l'ensemble de la population et sur lequel on ne ferait pas de discrimination. Fait que gardons ça en tête quand on fait nos sélections au-delà de l'aspect juridique. Voilà. Merci. Pour le conflit d'intérêts, c'est une question
qu'on nous pose souvent, la règle du conflit d'intérêts. Pour la sélection, on va conserver principalement donc la relation avec la personne qui vient déposer sa demande. Donc là, on parle de, par exemple, donc c'est ça, l'époux, le conjoint, le parent, le cousin, et ou un lien de parenté un peu plus large, comme le beau-frère, par exemple. On va s'arrêter là dans le conflit d'intérêts pour la sélection, mais on sait très bien qu'il peut y avoir des cas où, par exemple, votre voisine, elle a un fils qui vient poser sa demande à la coopérative, pardon. À ce moment-là, vous êtes dans le comité de sélection, vous êtes vraiment ami avec cette voisine. Est-ce que je suis en conflit d'intérêts? Alors, c'est aussi à vous de vous poser la question, mais le comité de sélection, et ça, donc c'est repris dans le code d'éthique, doit vraiment toujours aller chercher les besoins de la coopérative et agir pour la coopérative et pas pour son intérêt personnel. Puis ça, c'est valide de toute façon pour tous les membres de la coopérative. Si le membre est en conflit d'intérêts, à ce moment-là, doit le déclarer, doit s'abstenir de participer et surtout éviter d'influencer la décision du comité ou du conseil d'administration. Puis c'est à ce moment-là qu'on peut faire rentrer un membre substitut, par exemple. Donc là, on a parlé du comité de sélection et maintenant, on va parler de la politique de sélection. Donc, c'est finalement ce qu'on met en place et ça dicte une certaine procédure à mettre en place pour le comité de sélection. Ça clarifie la démarche. Donc, ça aide les personnes au comité de sélection à savoir comment on fait, à quel moment, quels sont les chiffres qu'on va chercher. Et surtout, cette politique, on veut qu'elle soit communiquée à l'ensemble de la coopérative dans un souci de transparence et pour vraiment illustrer une pratique efficace, juste et équitable. Cette politique, elle détermine des critères de sélection, on va en discuter juste après. Et c'est ça, elle est élaborée en relation avec le comité de sélection et le conseil d'administration, et elle est adoptée par le conseil d'administration. Cette politique de sélection, comme on le disait tout à l'heure, elle contient une procédure d'attribution à l'interne et une procédure de recrutement à l'externe, des normes d'occupation, on va y revenir un petit peu après, et la gestion de la liste d'attente notamment. Si vous avez d'autres points que vous voulez clarifier et ajouter à cette politique, alors là, c'est tout à fait... la coopérative peut tout à fait le faire. Le but, c'est de clarifier la procédure pour que chacun sache quoi faire et à quel moment. Là, vous avez une liste d'outils. Ces outils-là aussi, ils sont dans la trousse outils des modèles qu'on va vous distribuer, qu'on vous enverra à la fin de la présentation. Donc, on va commencer par la procédure en interne, ce qu'on appelle le transfert de logement vers un autre logement. Là, je vous propose un peu les lignes directrices dans un ordre chronologique, comment le comité pourrait agir. À vous notamment de modifier cette procédure pour qu'elle réponde aux besoins de votre coopérative et surtout à votre fonctionnement interne, à votre gestion. Donc, on a un logement qui se libère. Le comité va annoncer à toute la coopérative la disponibilité d'un logement. Il a peut-être en sa possession déjà des demandes de transfert. Il va peut-être en recevoir d'autres. Donc, on compile ces demandes de transfert qui sont faites évidemment par écrit, toujours, on archive. Et le comité va commencer par vérifier si les critères de présélection sont déjà satisfaisants, s'ils sont vérifiés. Notamment la capacité d'assumer le loyer. Donc, à ce moment-là, on va se renseigner, est-ce que la personne, le membre actuel, a toujours bien payé son loyer? Est-ce qu'il y a eu des retards déjà dans le passé? Et on va chercher un petit peu plus aussi, pas uniquement des retards, mais est-ce qu'il y a des causes? Est-ce que c'est récurrent, en tout cas? Est-ce qu'on satisfait les normes d'occupation, notamment par rapport au nombre de chambres? Est-ce que le logement actuel est en bon état? Donc, on peut demander une visite d'inspection. Évidemment, en absence de recours au tribunal administratif du logement, le TAL, anciennement la régie du logement. Et puis, on peut apporter d'autres critères de présélection, notamment la participation du membre, qui est très importante. À ce moment-là, donc, le comité a fait ses présélections et il y a 3 situations qui se présentent à lui. Aucun membre ne satisfait aux critères, ce qui est souvent rare, mais ce qui pourrait arriver. À ce moment-là, on passe à la procédure externe, on ouvre pour les candidats extérieurs.
un seul membre satisfait, à ce moment-là, le comité il fait ses recommandations au conseil d'administration. Les recommandations, ça peut être un texte qui explique par écrit pourquoi le membre pourrait satisfaire au transfert, et c'est le conseil qui prend la décision. Si plus d'un membre satisfait aux critères, à ce moment-là, on va vérifier si le membre n'a pas fait valoir sa priorité aux besoins de logement. Et à ce moment-là, on parle par exemple de la mobilité. Donc, est-ce que je dois être au rez-de-chaussée et parce que je ne peux plus prendre les escaliers, par exemple, dans le cas de surpeuplement, sous-occupation, donc en fonction tout à fait des normes d'occupation, et par exemple le coût du logement actuel. S'il n'y a pas eu de demande de priorité au logement et que les personnes, finalement, leurs propositions, leurs demandes sont égales, sont recevables, à ce moment-là, selon la politique, donc c'est écrit dans la politique de la coopérative, qu'est-ce qu'on fait jouer? Est-ce qu'on fait jouer l'ancienneté du membre? Est-ce qu'on fait jouer l'ancienneté de la demande de transfert? Est-ce qu'on fait un tirage au sort? C'est à la décision du conseil d'administration, puis c'est toujours communiqué de toute façon aux membres dont les demandes sont en jeu. Et on recommence le processus pour le nouveau logement vacant. Raphaël, je vois qu'il y a peut-être des messages dans le chat. Est-ce que je continue ou est-ce que ça vaut Oui, en fait, ce arrêter? sont quelques questions auxquelles j'ai pu répondre aussi. Super. Peut-être que s'il y a des clarifications à avoir, on pourra rajouter verbalement le tantôt. OK, parfait. Je voulais juste m'assurer que c'est Non, bon. je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, à qui il parle? Je suis interprète en langue des signes. J'ai une question de Mme Reed. Oui. Oui, on vous écoute. Donc, bonjour. Donc, je suis une personne sourde. Puis moi, ici, je vis là, dans une coopérative où tout le monde est entendant. Puis je reviens sur le sujet de la discrimination. Moi, bon, c'est sûr que j'ai des obstacles par rapport à la communication. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis moins au courant à cause de ça. Puis, pour la sonnette d'alarme, j'en ai pas. J'en ai pas eu pendant 1 an. Et puis, donc, s'il y avait une évacuation, donc moi, je devrais rester à la maison. Puis, bon, il y a eu une pratique, par exemple, où je n'ai pas été mise au courant du tout, puis tout le monde m'a informée par la suite. Puis, finalement, ça a été ajouté là, dans le salon. Mais ça a été 1 an et demi là, d'attente pour que les adaptations soient faites. Puis, la même chose pour la sonnette d'entrée. Donc, il faut que je vérifie mes textos quand il y a quelqu'un qui vient me visiter. Là, ça n'a pas été installé encore. Donc, les adaptations par rapport à ça, une intégration d'un membre comme ça, bon, c'est quand même un gros défi. J'ai dû revenir à la charge plusieurs fois. J'ai senti qu'il y avait quand même une discrimination par rapport à ça. Donc, c'était simplement pour vous dire là, ça existe encore. Là. On n'a pas atteint l'absence totale de discrimination. Merci, Mme Reed. Tu voulais dire quelque chose, Raphaël? Non, je voulais remercier Mme Reed pour son témoignage. Oui, merci. C'est important, c'est vraiment important que nous, on soit au courant aussi. Merci. Je vais continuer avec la procédure. Donc, on a parlé de la procédure à l'interne. Maintenant, on ouvre à l'externe, puis on va chercher finalement des nouveaux membres. Alors, c'est excitant. Donc, on a, en tant que comité de sélection, on a sûrement une liste d'attente. Alors, souvent, nous, on nous dit que la liste d'attente est assez nombreuse déjà. Ce qui est important, surtout, c'est de la mettre à jour. Peut-être que ça pourrait être une tâche du comité, une fois par an, s'assurer que les demandes sont toujours valides. Est-ce que les personnes ont déjà trouvé un logement puis sont très heureuses où elles sont et elles sont plus intéressées? Est-ce que les personnes sont quand même dans un logement mais sont intéressées par la formule coopérative et donc, oui, ils veulent rester sur la liste d'attente? Ça, c'est important de se poser la question. On sait qu'il y a des formulaires de demande qui datent et qui disent bien clairement qu'à partir du moment où la demande est faite, elle est conservée 1 an, après elle est jetée, donc il faut refaire la demande. Mais c'est important quand même de faire du suivi auprès des gens qui vous font des demandes de logement.
on a des fois des retours à la fédération de personnes qui, ça fait 3 mois qu'ils ont déposé leur demande de logement, puis ils n'ont pas de retour. Alors, peut-être un avis, oui, on a bien reçu votre formulaire, vous êtes sur la liste d'attente, ou vous n'êtes pas sur la liste d'attente parce que votre formulaire n'est pas enfin, vous n'êtes plus sur la liste d'attente parce qu'en fait, vous savez que vous, le comité de sélection, le formulaire n'est pas satisfaisant par rapport aux critères de présélection. C'est important de donner un suivi. Donc, comme je disais, le comité examine les formulaires de demande selon des critères de présélection. Donc, à ce moment-là, on parle notamment de ce que disait Raphaël, la clientèle recherchée. On a certaines coopératives qui sont, par exemple, pour les 55 ans et plus. Donc, il faut s'assurer que la personne répond à ce critère. Et je sais que tu lèves la main. Je vais te donner la parole juste après, si tu veux bien. Puis, c'est ça, il y a des programmes fédéraux aussi, il y a certaines spécificités. À ce moment-là, les coopératives sont souvent, les conseils d'administration sont souvent au courant. Nous, on est toujours là aussi pour vous informer. On va en parler un petit peu plus aussi à la fin. Et donc, on a toujours le respect des normes d'occupation, la capacité d'assumer le loyer par rapport aux revenus mensuels notamment. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va chercher les besoins de la coopérative. Donc, le comité de sélection, c'est important qu'ils se mettent au courant grâce au conseil d'administration, quels sont les besoins de la coopérative en ce moment. Bien sûr, ce n'est pas le critère, je ne voudrais pas qu'on dise que ce soit le critère, le seul critère, puis le critère prépondérant. Il nous faut une personne en comptabilité. Alors, s'il y a toutes les personnes qui se présentent, il ne faut pas de la comptabilité. Non, on ne prendra pas de personne. Il nous faut une personne en comptabilité parce que c'est important de quand même se rappeler que la coopérative, c'est aussi un moyen d'apprentissage. Donc là, on parle de la comptabilité, mais on peut parler d'autres compétences. Puis une personne qui peut avoir des expériences en organisme communautaire, par exemple, pourrait très bien vous apporter une valeur ajoutée à la coopérative. Là, j'ai souligné avoir participé à une rencontre d'information. Je fais juste une petite aparté. La prochaine est le 3 mars. Et nous, on veut que la fédération, on vous propose une formation d'introduction une fois par mois. Donc, ce serait le 2e mardi de chaque mois jusqu'à juin. La prochaine est le 3 mars, c'est ça que je disais. Ça pourrait être un critère et on pourrait s'allier, en fait, on pourrait unifier et mutualiser notre approche par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a déjà certaines coopératives qui l'offrent et que c'est un prérequis. Par exemple, Côté Ville, je pense que c'est le 17 mars. Donc, on pourrait très bien se dire, on en fait une par mois. Puis, si vous recevez des demandes, alors demandez à ce moment-là à ces personnes-là de suivre la formation d'introduction au principe des coopératives d'habitation. Et ça pourrait déjà vous aider à sélectionner les personnes qui finalement... ne sont pas du tout intéressés par le mode de vie en coopérative. José, est-ce que tu voulais intervenir? Oui, désolée, je suis en auto, là, je reviens, j'avais une petite urgence, comme j'ai dit, que j'ai dû gérer. Là. Par rapport au suivi de dossier, je me demandais, moi, souvent, je reçois des formulaires qui sont à moitié remplis et ces choses-là. C'est moi qui s'occupe du comité de sélection pour Côté Ville. Puis, souvent, je leur laisse un message, 2 messages, comme quoi qu'il manque des informations, de me rappeler. Après le 2e message, moi, je donne plus suite, je relance pas une 3e fois. Puis, si les gens nous relancent après, puis que le processus de sélection est terminé, ils sont comme, ben oui, mais bla, bla, bla. J'ai pas eu d'entrevue, vous m'avez pas parlé. Moi, je garde un registre de la date et l'heure à laquelle j'ai laissé le message, ces choses-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de supplémentaire qu'on devrait faire ou pas au niveau des suivis? Je m'excuse si ça a été dit dans la première demi-heure, là, je l'ai manqué. Je vais aller la revoir sur YouTube. Mais sinon, est-ce qu'il y a quelque chose de supplémentaire qu'on devrait faire au niveau de la sélection pour les suivis de dossiers? Merci, José. Non, en tout cas, moi, de mon premier avis, je dirais que tu fais un beau travail. Et comme ce que tu as dit est très important, garder un registre, en fait, des demandes que vous recevez. Et puis, si vous faites un suivi, moi, j'ai l'impression que déjà, tu en fais beaucoup. C'est quand même le premier lien là, avec le candidat potentiel, le formulaire de demande de logement. Donc,
Si, je ne dis pas que si on a une question qui a été oubliée ou une information qui n'a pas été donnée, mais quand on a des formulaires à moitié remplis, là, on peut quand même déjà commencer à se poser la question de la volonté de la personne à rejoindre la coopérative. Donc, ça, c'est à la merci de votre politique. Mais non, je trouve que c'est une très bonne façon de procéder et je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus après 2 avis. Voilà, ce serait ma réponse. C'est Tu bon, merci sais, beaucoup. pour rajouter à ce que Estelle vient de dire, on cherche aussi des gens qui vont être capables de participer à la prise en charge de la coopérative. Alors, tu sais, si la simple, si remplir le formulaire est déjà une grande épreuve, est-ce que la participation va être complexe par la suite? On a peut-être un indice ici, là, à mon sens. Là. C'est ça. Puis, une autre chose que souvent on sent, tu sais, les gens nous appellent, puis il y a des gens qu'on peut déjà, sans étiqueter, mais on peut voir que c'est des gens qui ne veulent pas le faire ou pas. Ou qui sont, tu sais, qui sont dans la région. J'ai quelqu'un qui restait à 2 coins de rue, puis elle ne voulait pas venir chercher le formulaire au bureau. Bien, j'ai écouté, moi, il n'est pas numérisé encore. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens de se déplacer et venir chercher le formulaire au bureau. Ben, je n'ai pas de temps à perdre, fait qu'elle dit, j'irai pas. Fait que j'ai fait comme, bon, pas de problème, je suis vraiment désolée, mais pour le moment, je peux, comme, c'est l'effort qu'on va vous demander, là, pour voir. Fait que, direct là, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas participatif, qui ne voudra pas. Fait que moi, c'est comme, garde, too bad, so sad, mais 3 strikes, you're out, direct là, en partant. Fait que, bye bye, t'es pas retenu. Fait que, tu sais, ça peut nous aider aussi à voir le vouloir là, de la personne à. Tu sais, je me dis, regarde, là, tu veux, on est prêt à t'aider, ben aide-toi un peu aussi, là, puis on verra après, là, tu sais, fais ton bout de chemin, là, surtout quand tu restes à 2 coins de rue, là. J'étais comme, vraiment, là, comme, come on. Merci, José, merci. Tout à fait. J'ai peut-être trop by the book, là, mais regarde. Non, mais il n'y a pas de problème, merci. C'est important. Au sujet de la formation. Oui. Au sujet de la formation, c'est encore Mme Reed. Oui. Donc, moi, je suis interprète sourde ASL LSQ, puis des fois, j'ai des conflits d'horaire. Donc, par exemple, celle du 11 février, j'avais un conflit d'horaire. Je travaille le soir et bon, je ne veux pas refuser du travail. Des fois, c'est à la dernière minute où je sais que je ne suis pas disponible. Donc, parce que, bon, c'est ça, je fais du théâtre, des tournages et j'ai beaucoup de conflits d'horaire le soir. Donc, les formations, quand je regarde l'horaire, il y en a beaucoup qui sont intéressantes, mais de temps en temps, c'est ça, c'est pas évident. Est-ce qu'on doit y aller à chaque mois à ces formations-là? Ou... Alors, c'est une bonne question. Et ça dépend de votre coopérative d'habitation. On a des coopératives qui nous demandent les listes de participation. Donc, à ce moment-là, on les remet. Mais c'est à vérifier avec votre coopérative. Et puis, on sait très bien qu'on essaie d'offrir 2 formations par mois, 2 formations ateliers. Des fois, ça peut être trop. Donc, c'est pour ça aussi qu'on les enregistre. Je pourrais aussi vérifier si on a en tout cas, la possibilité de mettre des sous-titres ou aussi, parce que c'est ça, les vidéos sont sur YouTube. Mais c'est à voir avec la coopérative dans laquelle vous habitez. Merci. D'accord. Merci. Donc, c'est ça. On parlait de la procédure externe. On en était aux critères de présélection des formulaires. À ce moment-là, comme la procédure interne, on a peut-être 3 situations qui sont devant nous, là, qui prennent place en tant que comité de sélection. Si on a, par exemple, on va se dire moins de 4 candidats qui satisfont aux critères, alors à ce moment-là, on considère qu'il faut faire plus de communication de notre offre de logement. Ça arrive pas forcément souvent, mais ça peut arriver. Là, je mets le moins de 4 entre parenthèses parce que c'est à définir au sein de votre politique de votre coopérative. Si vous avez X demandes qui satisfont aux critères, alors on poursuit la procédure. Puis s'il y en a plus que, par exemple, 4, est-ce qu'on ne se dit pas, bon, voilà, on va prendre le temps de discuter un peu plus, on va peut-être aller voir donc l'atout que la personne peut aller apporter à la coopérative et à ce moment-là, peut-être favoriser 4 demandes.
Et là, on convoque la personne à une visite du logement. Donc, on a reçu le formulaire. Le formulaire est intéressant. C'est notre premier contact, comme le disait José en plus. Et donc là, on convoque la personne à une visite du logement. Selon le tribunal administratif du logement, donc là, on va voir la question, les visites sont autorisées, même dans la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19. Néanmoins, on vous demande évidemment de respecter le locataire actuel, bien évidemment, s'il y a un locataire actuel. Et c'est ça, les visites doivent se faire entre 9h et 21h et le locataire peut exiger qu'il y ait un représentant de la coopérative présent, évidemment. Donc, c'est vraiment une entente à avoir avec le locataire actuel et le comité de sélection. Après la visite du logement, vous allez avoir des candidats qui vont être intéressés, donc qui vont montrer leur intérêt. À ce moment-là, on peut les convoquer à une entrevue de sélection et c'est là qu'entre en jeu le questionnaire d'entrevue avec la pondération, le pointage selon les réponses qui sont données. C'est important cette entrevue parce que c'est à la fois le moment où vous allez vous informer du candidat, vous allez un peu pousser la réflexion parce que vous avez déjà reçu un premier formulaire avec déjà certaines indications, mais vous voulez plus d'informations et donc vous faites rentrer des nouveaux critères en jeu et donc des nouvelles questions. Et c'est aussi à ce moment-là que vous allez informer le candidat sur la coopérative d'habitation, son fonctionnement, la vie en coopérative, le fonctionnement démocratique, les comités. C'est le moment de faire une première introduction si on n'a pas parlé de formation introductive avant, par exemple. C'est aussi le moment de faire signer un formulaire de consentement pour réaliser une enquête de prélocation et on va en parler juste après. Pour les critères de sélection, on a parlé de critères de présélection, maintenant on parle de critères de sélection. À ce moment-là, vous les voyez, par exemple, l'intérêt pour la vie en coopérative d'habitation, l'esprit coopératif, l'apport du candidat à la coopérative. Par exemple, s'en sont certains, vous pouvez évidemment aller en chercher d'autres. Les questionnaires d'entrevue sont vraiment rédigés et édités par les coopératives, mais nous, on peut vous aider là si vous avez un peu envie de le revoir parce qu'il est peut-être dépassé ou vous vous interrogez aussi sur les questions de votre questionnaire. C'est le moment aussi ce soir là d'échanger. Hein. Donc, après, vous inquiétez pas, on va pouvoir ouvrir les micros, puis allez-y. Donc, à partir de ces critères, vous allez pouvoir définir certaines questions et notamment une bonne pratique, peut-être des questions de mise en pratique. Par exemple, vous êtes à une rencontre de comité, vous avez deux personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec votre avis, la discussion tourne en rond, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ou votre rapport avec votre voisin se détériore, par exemple, par rapport au bruit le soir, qu'est-ce que vous faites? Allez chercher un petit peu sans être trop piégeux dans vos questions, mais allez un peu chercher l'attitude de la personne. Là, vous allez compiler, donc ces questions, vous y associez un certain pointage. Vous allez compiler finalement les pointages, par exemple, les deux membres de comité de sélection qui étaient présents, et il va y avoir un candidat qui va se définir un peu plus que les autres avec un pointage plus élevé. À ce moment-là, vous pouvez faire une enquête de prélocation, puis nous, on le conseille fortement. Vous la faites uniquement pour le candidat avec le plus de pointage. Vous n'avez pas envie forcément de payer une X enquête de prélocation. Je vais juste passer à la diapositive pour vous parler de cette enquête-là. En Outaouais, on a une institution, là, c'est la Probaille. Souvent, on fait même l'amalgame entre enquête prélocative et la Probaille. Souvent, c'est est-ce que vous avez fait la Probaille? Qu'est-ce que ça comprend, cette enquête? Une vérification auprès du propriétaire actuel et parfois précédent, l'employeur actuel et précédent en fonction de la durée de l'emploi, recouvrement, le dossier auprès de la régie du logement, c'est le TAL, là, je me suis trompée, le tribunal administratif du logement. S'il y a un dossier criminel, une faillite enregistrée. Pour ce qui est la cote de crédit, c'est un service qui est supplémentaire, donc vous allez devoir charger, l'organisme Aprobaille va vous charger des frais parce qu'ils vont chercher l'expertise à l'extérieur. Nous, ce qu'on voudrait faire à la Fédération dans un futur moyennement long, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est l'ambition de vous proposer le service de vérification de crédit un jour. On en reparlera avec vous. Le moment en fait, précision, en fait, là,
ça va être l'ensemble du service d'enquête de prélocation. Puis nous, on voudrait le faire dans une perspective pour voir si les futurs membres que vous allez chercher vont être... On va pouvoir vous donner un point de vue sur est-ce que la personne va avoir une bonne capacité de participer. Alors, on va pouvoir regarder l'ensemble des antécédents et en plus, on va pouvoir également regarder l'enquête de crédit, puisqu'avec la Confédération, nous, on a une entente avec Equifax de regroupement d'achat. Donc, on va pouvoir non seulement s'intéresser aux antécédents de chacun des candidats, mais on va pouvoir également s'intéresser à la solvabilité. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les gens avec un mauvais crédit. On est quand même des coops d'habitation. Mais si on voit qu'il y a des patterns, des problèmes récurrents qui surviennent, on peut peut-être avoir des indicateurs de problèmes de paiement par la suite pour la coopérative. Alors, on veut se protéger aussi là-dedans. Bref, la FIAB songe à avoir son propre programme d'enquête prélocative comprenant les enquêtes de crédit. Ouais, en plus, c'est important ce que tu dis, Raphaël, par rapport au score de crédit, là, parce que notamment moi, en tant qu'étrangère, mon crédit est très, très faible parce que finalement, je commence tout juste à l'utiliser. Donc, bon, c'est par exemple un cas dans lequel vous pourriez tomber, là, quelqu'un qui vient d'arriver au Québec. Donc, c'est ça, on a fait l'enquête prélocative. Si elle est satisfaisante, on envoie ses recommandations au conseil d'administration. Une bonne pratique, ça serait la remise d'une candidature anonyme au conseil d'administration, notamment quand vous avez, par exemple, 2 candidats qui ont tous les 2 passé l'enquête de prélocation. À ce moment-là, vous remettez le dossier dans les mains du conseil d'administration, puis vous pouvez juste indiquer candidat A, candidat B et faire vos recommandations. Si le conseil d'administration veut demander au comité de sélection un peu plus d'informations ou avoir, par exemple, les formulaires, les questionnaires d'entrevue ou le pointage, c'est à son bon vouloir, mais ça implique que peut-être le travail serait fait 2 fois. Ce qui est vraiment important, c'est la recommandation bien rédigée du comité de sélection. Comme je le disais, le point 9, important de faire un suivi avec les personnes qui ont passé les entrevues avec vous. On a des modèles qu'on va vous mettre à disposition. Est-ce que ces personnes-là restent sur la liste d'attente ou pas? Ce qui peut être intéressant, c'est notamment si la personne a eu un pointage inférieur à X points, à ce moment-là, elle ne va pas rester sur la liste d'attente. Puis ça, on le spécifie dans le modèle d'avis. Ça peut être une pratique. Alors, je sais il est 19h20. Raphaël, je vais te laisser prendre la parole sur les normes d'occupation. On a juste à discuter des normes d'occupation et de certaines spécificités là, par rapport notamment au loyer modique, attribution de logement à loyer modique. Et après, on ouvre la parole sur notamment l'intégration. Alors, les normes d'occupation, elles sont prévues dans le Code civil du Québec et dans le règlement sur la location des loyers modiques. Dans certaines coops, ça ne s'appliquera pas à vous. Dans d'autres coops, elles sont obligatoires. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les cas, généralement, en tout cas, dans tous les cas, j'exagère, mais généralement, quand nos coops ont été constituées dans les années 70 et 80, les normes d'occupation du Code civil du Québec et du règlement sur la location des loyers modiques ou d'attribution des loyers modiques ont servi de référence pour vos règlements internes, pour les règlements internes de vos coopératives. Alors, la première disposition qu'on a, c'est l'article 1920, qui est un article de raisonnabilité. C'est un critère de raisonnabilité. Alors, le nombre d'occupants d'un logement doit être tel qu'il permet à chacun de vivre dans des conditions normales de confort et de salubrité. On ne définit pas dans la loi qu'est-ce que c'est que le confort. C'est la jurisprudence qui a déterminé ce que c'était que de la salubrité, mais donc c'est un contexte qui doit demeurer respectueux de la sécurité et de la santé des occupants. Alors, quand on parle de salubrité, on parle de santé et de sécurité des occupants. Donc, sinon, on a fixé des balises qui sont, pour les coops qui disposent de suppléments au loyer, on va parler souvent de logements subventionnés.
même si ce sont les personnes dans le logement qui sont subventionnées, non pas le logement en tant que tel. Mais donc, la subvention, elle prévoit certains critères. Donc, et là, je vous le dis, l'Office d'habitation qui gère souvent avec le programme Accès-Logis, là, je pense à la coop des artistes, la coop Arc-en-Ciel, la coop Le Trièdre, la coop Jocelyne Légaré. Vous êtes des coopératives qui ont été constituées avec le programme Accès-Logis. Alors, ces critères-là sont obligatoires. Il y a aussi d'autres coops, je pense au 400 Riel, au 79 Boucherville. Je pense qu'il y avait des programmes à Reboul aussi où il y avait des PSL. Donc, un adulte seul, c'est pour une chambre à coucher et un couple, c'est une chambre à coucher. À partir du moment où vous avez 2 chambres à coucher, alors ça peut être 2 adultes, on peut avoir un adulte et un enfant, un adulte et 2 enfants. Mais là, attention, je ne sais pas si on l'a plus tard, là, je n'ai pas accès au contrôle. Oh non, ah oui, OK, c'est tout ça? OK, non, ben reviens. 2 enfants, mais quand les 2 enfants ont plus de 7 ans, ils doivent être du même sexe. Alors, une chambre peut être partagée par 2 enfants de moins de 7 ans, de sexe différent, mais quand ils sont de même sexe, là, ça peut aller jusqu'à plus que 7 ans. Un couple et un enfant, et bon, un couple et 2 enfants, bref, là, je ne sais pas, probablement cette différence-là que tu voulais aborder. 3 chambres à coucher, donc 3 adultes, un adulte et 2 enfants. Un adulte, 3 enfants, mais encore là, on revient avec le partage selon le sexe des enfants. Le critère, c'est l'âge de 7 ans. Quand il y a plus de 7 ans, les enfants doivent être du même sexe. Quand c'est moins de 7 ans, les enfants peuvent être de sexe différent. Il n'y a pas de problème. Ce sont des règles qui datent des années 80. Par contre, pour ce qu'on appelle des loyers modiques, donc ce qu'on appelle des suppléments au loyer, ces règles-là sont obligatoires. Il n'y a pas de marge de manœuvre là-dessus. Et on va pouvoir parler, j'imagine qu'on va parler du relogement, mais vous allez constater que quand ces normes d'occupation-là ne sont plus respectées, bien, la coopérative a une obligation de procéder à un relogement. José Parent, Côté-Ville, on vous écoute. Une autre question, par rapport justement aux normes d'occupation, il n'y a pas un âge, même si c'est des enfants de même sexe, à partir d'un certain âge, ils doivent avoir chacune leur chambre. C'est pas comme à l'âge de 15 ans ou 16 ans, quelque chose comme ça. Il me semble avoir vu ça quelque part, Non. les normes d'occupation. Ça, c'est peut-être dans votre règlement de régie interne. Non, c'est un document qu'on a. Là. Comme je dis, je suis dans l'auto, fait que je n'ai pas accès à mes documents au bureau, mais pas à la maison. Mais il y a un document qui avait été nommé sur les normes d'occupation, puis il dit que si c'était des enfants de même sexe, après un certain âge, à cause de la puberté, puis là, la vie de chum et de blonde et compagnie, qui sont obligés d'avoir chacun leur chambre. Alors, vraiment, le critère qu'on retrouve dans le Code civil du Québec, c'est 7 ans. OK. Est-ce que le Code civil prévaut sur les normes d'occupation de la CHL? C'est le Code civil qui s'applique, là, la SCHL, tu veux dire la SHQ? Comme je te dis, je ne me souviens pas si c'est la CPHQ ou la CHL, mais c'était les normes d'occupation. C'est une feuille qu'on avait, là, puis nous, comme quand on fait les visites, puis qu'on a des familles, puis ces choses-là, on l'amène avec nous pour… Bon, ben, vous m'enverrez ça. Envoyez-moi ça, je suis curieux. Je vais revérifier, Raphaël, puis je vais la sortir, puis je vais te la faire envoyer. C'est parfait. Merci. Coco! Je pense qu'on avait 2 autres personnes qui avaient levé la main. Oui, mais c'est Coco de la ben c'est Coco. OK, je pensais que tu disais coucou. Pardon. Non. Ouais, non, bonjour tout le monde. Bonjour, Coco. Salut.
Oui, alors, très, très intéressant. Je suis moi-même membre responsable du comité de sélection à la Coop des artistes du Ruisseau. Puis, là, ça fait quelques membres avec qui on a des conversations, puis on se demande vraiment si nos politiques qui sont en place... Moi, je ne connaissais même pas les normes d'occupation du logement. On ne m'a jamais montré ça. Puis, il y a eu beaucoup de débats à l'interne un peu informels parce qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent seules dans des 3 chambres dans notre coop. Puis, je comprends que dans un certain contexte, on devait vraiment remplir notre coop. La coop, elle est jeune, elle est fraîche. On rentre dans notre 2e, 3e année. Puis, ces loyers-là, c'était important. Puis, les personnes qui résident dans ces loyers-là sont capables de payer, sont prouvés membres actifs au sein de notre coop. Alors, en termes de relocalisation, est-ce que, disons qu'il y a une personne seule dans un 3 chambres, en tant que coop, est-ce qu'on devrait, en principe, demander la relocalisation de ces personnes-là dans des 2 chambres? Oui. OK. J'adore ta question. Oui. Alors, en fait, c'est tout simple. Puis là, dans le fond, c'est peut-être la dernière. Vous allez regarder, là, je le montre, mais vous ne le voyez pas. Hein? Mais la dernière ligne de la diapo, c'est l'obligation de reloger un membre dans une situation de sous-occupation ou de suroccupation dans le cas où la personne est titulaire d'un supplément au loyer. Alors, c'est une obligation si la personne est subventionnée. Je sais que chez vous, c'est à peu près 50 en fait de vos logements là, où les gens sont subventionnés. Oui. Mais cette obligation-là, elle est inscrite à l'article 1990 du Code civil du Québec pour les subventionnés. Pour les subventionnés. OK. Oui. Pour les autres, cette obligation, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez voir ça comme une optimisation de l'espace. Ce n'est pas un problème, c'est correct. Mais les règles dont je parle, c'est vraiment pour la gestion de ce qu'on appelle les loyers modiques, donc pour les membres subventionnés. Oui, OK, super. Ça répond bien à ma question parce que je voyais très mal relocaliser ces personnes-là au sein de la coop puis se dire, enfin. Mais je pense que ça, c'est aussi intéressant dans le futur pour optimiser l'occupation de nos 3 chambres, de se munir d'une politique qui est peut-être un peu plus serrée ou qui est peut-être plus à l'avantage des ménages nombreux, là, parce qu'on sait qu'on vit dans une crise du logement, mais ça va définitivement en retomber à la coop, puis c'est la sorte de choses qui serait votée en AGE, j'ai l'impression, ou en AGA. Là. Ce que je vous invite à faire, Coco, c'est de vous ajuster dans la pondération de vos entrevues de sélection. Oui. Et de vous organiser tout simplement pour avoir une pondération qui va tenir compte de l'occupation du ménage dans votre logement. Fait que, si vous avez 4 candidatures pour un 3 chambres et qu'il y a un logement, il y a un ménage là-dedans où il y a, je ne sais pas moi, 2 enfants de 10 ans, ou peu importe, là, mais d'accorder un meilleur pointage, en tout cas d'accorder une pondération adaptée pour un ménage où ça correspondrait mieux à la typologie du logement. Oui, bien déjà, on fait des recommandations, puis il y a déjà des priorités qui ont été déjà bien écrites et bien claires. On travaille déjà dans ce sens-là, mais il y a des fois, il y a eu des cas de sous-occupation, d'où le fait qu'il y a eu des personnes seules dans les 3 chambres. Ouais. Ben merci, ça répond super bien à mes questions. Merci beaucoup. Pas de trouble. Oui, alors c'était à moi la parole, c'est vrai. OK.
Donc, oui, ben, en tout cas, là, cette tuile-là, c'est plus administratif. Là, je vous avoue que c'est pas peut-être pas urgent qu'on s'y attarde. Là. On voit ça beaucoup dans ce qu'on appelle un certificat de conformité, mais encore là, ce sont pour les suppléments au loyer. Estelle, je te lègue le micro. Merci. Mais c'est ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit courriel, là, puis on pourrait y répondre. Voilà. Pour l'intégration, comme c'est vraiment propre à chaque coopérative, puis comme le disait Raphaël, là, si vous voulez offrir une plante ou pas, c'est à votre bon vouloir. C'est une super bonne idée. En passant, là, c'est un peu une liste, finalement, des choses à ne pas oublier, mais bien sûr, là, vous pouvez... c'est vraiment la coopérative qui met en place un processus d'intégration. Mais c'est important quand même qu'on ait une présentation du voisinage, qu'on précise les consignes d'utilisation, par exemple, des espaces communs, du stationnement, qu'on s'assoit avec le membre pour parler du cahier de membres qui comprend notamment les règlements. Donc, s'il y a un règlement d'immeuble, s'il y a un règlement d'une salle communautaire, par exemple, aussi, c'est important que le nouveau membre soit informé de tout ça, soit informé aussi de ses possibilités de faire modifier un règlement lors d'une assemblée générale et comment ça va se passer. Et puis aussi, surtout les différents comités, leur mandat, leur mission. Alors, ça dépend des coopératives, mais en tout cas, c'est le conseil d'administration qui nomme les membres dans les comités. Les comités peuvent être créés, on le sait, par le conseil d'administration, mais peuvent aussi, parfois, selon la coopérative, être créés en assemblée générale. Donc, tout ça pour dire que si le nouveau membre a une bonne définition de ce que sont les comités, va peut-être pouvoir aussi faire savoir son intérêt pour un comité ou un autre. Puis ça peut être une question que vous avez aussi déjà en entrevue, mais qui ne présage pas que le futur membre sera dans tel comité ou quoi, mais on peut déjà aller chercher l'information. Et puis surtout, ses attentes, puis ses envies aussi de se développer. Au niveau, je voudrais juste insister une dernière fois, puis après, je vous laisse la parole, sur l'aspect sécurité et le lien avec le comité d'entretien. On en avait parlé pendant notre formation d'entretien, mais vraiment nommer les personnes qui sont disponibles et à qui on doit contacter, par exemple, au comité d'entretien si on a un problème dans ce logement et surtout définir la situation d'urgence. Remettre une fiche avec par exemple, 3 personnes à contacter en situation d'urgence avec leurs coordonnées et par exemple, et définir l'urgence. Donc, à quel moment ces personnes-là vont être contactées. Un exemple de bonne pratique, jumeler les nouveaux arrivants avec des anciens pour l'accompagnement dans la coopérative. Il y a toujours des petites questions, puis c'est surtout important, je pense, de se remettre à votre place. Quand vous êtes arrivé dans la coopérative, vous aviez sûrement beaucoup de questions. C'est pas simplement habiter un logement. Déjà, quand on arrive dans un logement standard, on a souvent beaucoup de questions sur notre environnement, puis peut-être aussi de l'appréhension. On peut avoir un petit peu... bon, en tout cas. Donc, c'est comme ça que je vais conclure et que je vais vous ouvrir la parole. Une période d'échange, que ce soit des petites questions, ça va peut-être apporter aussi des réflexions. Et surtout, n'hésitez pas là, à nous partager comment ça se passe chez vous. Est-ce que vous avez des précisions à avoir? Est-ce que vous avez des besoins, quoi que ce soit? Voilà. Pour comment on va peut-être... je vais arrêter mon partage d'écran. Et voilà, je vous retrouve tous. Waouh! Je voyais juste Raphaël. Pour les questions, comment on pourrait fonctionner? Soit vous levez la main là, avec la réaction tout en bas, ou sinon, si vous êtes plus à l'aise dans le chat, juste j'ai une petite question ou je veux intervenir sur quelque chose. Voilà. Il faut se lancer dans le bain. Je ne sais pas si toi, Raphaël, tu as eu le temps de répondre peut-être à toutes les questions qu'il y avait dans le chat ou quoi que ce soit. Pas toutes. Est-ce qu'il y avait des petites choses que tu penses qu'on devrait prendre le temps de discuter tous ensemble? En tout cas. Ben, oui, absolument. Mais en fait, on pourrait en prendre quelques-unes. Là. J'en ai reçu en privé aussi. Mais sinon, on pourrait regarder ça. Attendez. Il y a notamment
Carole qui nous parle. Carole, je ne sais pas c'est de quelle coop, Carole? Alternative. Ah, en plus, elle lève la main, Carole. Bonjour, Carole. Bonjour. De l'alternative, je suis content. Souvent, les candidats n'ont rien dans leur dossier à ProBail, soit parce qu'ils sont nouveaux arrivants, soit parce que ce sont des personnes qui vivaient avec leur famille. Comment prendre une décision avec ces situations? Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Estelle, pour commencer? Je pourrais prendre le relais après? Ou... Est-ce que c'est là-dessus, Carole? Pardon. Est-ce que c'est là-dessus que, Carole, votre question est portée? Là, vous levez la main, c'était pour ça? Oui, ça, entre autres. Oui. Ben, c'est sûr que c'est c'est une bonne question. Je suis désolée. Moi, je suis vraiment, en tant que nouvelle arrivante, c'est quelque chose auquel je me suis confrontée. Là. Puis j'ai eu la chance d'être accompagnée par quelqu'un, donc on a pu faire valoir comme son enquête de ProBail, finalement. Donc, j'ai pas vraiment de réponse, là, Raphaël, à cette question. Bien, gênez-vous pas aussi s'il y a d'autres membres, d'autres coopérateurs qui aimeraient intervenir. Je vous dirais qu'à travers ça, on y va. Moi, là, comme administrateur de ma coop, ma source première d'information, c'est mon comité de sélection. Alors, le fonctionnement qu'on a chez nous, c'est un fonctionnement anonyme. Donc, quand on a plusieurs candidatures, le comité de sélection nous transmet les candidatures selon la pondération et le seuil de réussite pour qu'on nous transmette. Le seuil de passage, c'est 75 %. Donc, si lors de l'entrevue, la candidature a moins de 75 %, le conseil d'administration n'en a même pas connaissance. Au-dessus de 75 %, là, ça nous est transmis. Et puis là, on tient compte de l'information que le comité de sélection nous transmet. Et ce sont des lettres. Donc, candidature A, candidature B, candidature C et D. Et puis, si on n'a rien à la ProBail, c'est un saut dans le vide. En même temps, ça veut dire que la personne a réalisé une bonne entrevue et on peut percevoir ça comme une première chance, comme à la job, là, tu sais. Mais moi, une des affaires que qu'on pourrait ajouter, puis je ne sais pas si la ProBail le fait, mais on pourrait le faire avec les enquêtes prélocatives de la FIAB, mais c'est de voir si les personnes ont fait du bénévolat, par exemple. Est-ce qu'on peut entrer en contact avec des personnes qui ont géré le bénévolat de la personne? Même quelqu'un à l'étranger, avec un courriel, on écrit à quelqu'un en France pour voir si la personne, si Estelle a vraiment fait du bénévolat en France. Ça pourrait être une façon de voir, ça pourrait être une autre façon de fonctionner. Faire du référencement, mais à travers les expériences de bénévolat de la personne. Ça pourrait être une idée. Mais c'est une bonne question. Je ne sais pas ce que les autres coopérateurs font. Je suis curieux aussi. Marie Crevier, Marie Crevier sont souvent présents à nos formations en passant. Et Marie Crevier a aussi une très belle politique d'intégration puis de sélection. Puis notamment à Marie Crevier, là, il y a une formation de présélection. C'est une belle façon de filtrer aussi. Là, les gens comprennent ce que c'est que la coopération. Fait que je ne sais pas si Marie Crevier a des gens qui ont envie d'intervenir. Rebaud a une bonne délégation ce soir aussi, du lac. Alors, chez vous, la parole est à vous aussi. Bonjour, moi, je suis Monique de la coopérative d'habitation Rebaud. Et puis, moi, ma question est plutôt envers le comité d'accueil. Nous autres, sélection, c'est séparé. Il y a sélection et accueil. Puis nous, la façon qu'on fonctionne à l'accueil, on a 3 étapes que le membre doit suivre pour devenir membre officiel. La première étape, il doit avoir une rencontre entre les membres du comité d'accueil pour donner les documents, pour poser des questions, puis tout ça. Donc, il doit avoir comme un genre d'entretien. La deuxième étape, ils doivent participer à leur premier conseil de projet. Malheureusement, il n'a pas trop eu durant la pandémie. Et puis, la troisième étape, c'est une entrevue de groupe qu'on appelle. Et puis, on pose des questions pour valider
toutes les choses qu'on a données aux membres. Est-ce qu'ils ont bien compris? Est-ce qu'ils sont aptes à devenir membres? Donc, c'est un genre de vérification, genre. Puis on a des questions qui datent depuis, je pense, depuis que la coopérative existe. Puis je les trouve plus ou moins pertinents. Puis moi, j'aimerais savoir, dans d'autres coopératives, c'est quoi le processus? Est-ce qu'ils ont des gabarits? Est-ce qu'ils ont des questions comme ça? Moi, j'aimerais beaucoup ça, d'avoir un bon gabarit de bonnes questions efficaces, actives, pour vraiment avoir le portrait complet là, d'un bon membre, puis pour que ce membre-là aussi comprenne qu'est-ce qu'il doit faire une fois qu'il devient membre de la coopérative. Donc, s'il y a d'autres coopératives qui ont des documents comme ça, je l'apprécierais quelque façon de me transmettre ces documents-là. Puis moi, je suis, Raphaël, tu es sur mute. Oui. Monique Boucher de la coopérative d'habitation Reboul. D'accord, merci. Oui. Ben, c'est ça, puis j'ai vu que tu m'avais envoyé une question tantôt, mais ton nom, c'est écrit « moi ». Oui, c'est ça, c'est moi. Fait que là, je voyais que je m'écrivais un message, j'étais tout confus. OK, bien alors, enchanté, Monique, très enchantée. En fait, il y a Dominique aussi qui a levé la main. Il y a Josée, donc Dominique qui est la présidente de la coop Marie-Crevier, Josée qui est sur le CA de la coop Côté-Ville. Peut-être qu'Estelle, juste avant de donner la parole à Dominique et Josée, peut-être qu'à la CQCH, on pourrait trouver justement ce type de gabarit-là pour... la CQCH, c'est la confédération de laquelle nous sommes membres à la FIABLE. Donc, ça regroupe les fédérations régionales du Québec. Donc, il y a beaucoup de ressources documentaires. Donc, je ne sais pas, on pourrait vérifier si... Mais sinon, on peut s'échanger. Nous, on a notre... Au 400 Riel, on a notre questionnaire, mais Dominique, Marie-Crevier, est-ce que vous avez aussi quelque chose? Bien, en fait, je voulais faire du pouce sur ce que tu as dit tantôt par rapport à la question, à Probail n'est pas très complet dû aux situations qu'on a nommées. Je vais dans le même sens que toi. Des fois, il faut aller au-delà. On a déjà un questionnaire. Si les gens font du bénévolat, donc il y a déjà eu une petite enquête, là, si on veut, là-dessus. Donc, on compense avec le dossier qu'on a sous la main. T'sais, oui, peut-être que la personne effectivement, elle a habité chez ses parents pendant X nombre de temps, à Probail est moins parlant, mais c'est à ce moment-là qu'il faut regarder l'ensemble de tout. Mais on peut se planter comme pas, mais c'est d'aller voir ailleurs, comme tu dis, là. C'est tout. Je voulais juste faire cela. Merci, Dominique. Je pense qu'il y avait Vincent aussi qui voulait peut-être intervenir tout à l'heure. Ah, moi, c'était vraiment un point d'information. Je l'avais mis dans le chat, là, mais c'était parce que tu as parlé d'une rencontre d'information le 3 mars, je crois. Puis, je n'ai pas trouvé l'information. Fait que je demandais juste s'il y avait plus de détails quelque part qui en parlait. Alors, non, justement, il n'y a pas... OK, c'est correct. Non, il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas encore, comme toutes les autres formations là, sont sur Facebook ou sur le site Internet, je vais faire exactement la même chose, je pense dès demain ou la semaine prochaine. Pour les formations, je vais comme les planifier là, sur un mois. Là. Donc, il y aura les liens d'inscription. Puis, vraiment, là, c'est comme on est dans l'expérimentation. Donc, là, dans le sens, la formation, non, a déjà été donnée, mais dans le sens contact avec les coopératives. Si votre coopérative elle a l'idée d'offrir une formation d'introduction aux candidats, soit que ça se fasse en amont, d'avoir reçu le membre ou en aval, ben, n'hésitez pas à me contacter. Là, de toute façon, il y aura le courriel. Mais merci, Vincent, d'avoir posé la question. Oui. Merci. Je pense qu'on a Josée et après, on a Ginette, l'iPad de Ginette. Okay. Donc, Josée Côté-Ville, c'est ça, nous, par rapport à la sélection, ce qu'on fait, c'est qu'on oui, on reçoit le questionnaire, on fait un premier screening, on les invite à la session d'information où on explique c'est quoi vivre en coop, qu'est-ce qu'on s'attend d'eux, qu'est-ce qu'on leur offre et tout ça. Et par la suite, si la personne voit que c'est vraiment un mode de vie dans lequel elle veut adhérer, à ce moment-là, on a une entrevue et le questionnaire d'entrevue, nous autres, est quand même exhaustif.
Puis ce qu'on fait, c'est qu'on l'a divisé en 4 sections. Donc, un qui est au niveau de la coopération. Puis, donc, on est capable d'aller chercher un peu un portrait global de la personne autre que ce qu'elle a écrit dans le formulaire. Donc, tu sais, c'est au niveau des attentes. Il y en a un autre, c'est au niveau de la coopération, de la participation, puis ces choses-là. Puis, on a des questions. Puis, à la fin, on termine avec 3 mises en situation avec des choix de réponses qui se ressemblent vraiment beaucoup, mais qui vont nous donner aussi une idée de l'attitude de la personne, sur comment elle va réagir par rapport à une situation. Puis de voir aussi quel genre de personnes ils sont. Tu sais, si je prends l'exemple, mon voisin, tu sais, il y a la télé, le son, là, il est au bout, il me dérange, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je baigne dans le mur ou dans le plafond, tout dépendant, plancher. J'appelle la police, je vais le voir ou je m'astine avec lui puis je monte le volume de ma télé. Fait que tout dépendant de comment ils vont réagir à la situation, ça peut donner une idée aussi sur la personne. Un autre qu'on a pris, c'est un exemple bien nono, il y a une ampoule de brûlée dans le hall d'entrée. Qu'est-ce que je fais? Je me mêle de mes affaires, puis tout bad, ils s'en occuperont. Un autre, ça va être, j'avertis la personne, le responsable de projet pour qu'il la change. Je fais rien, je fais juste appeler au bureau de la coop pour de brûler. Ou l'autre, je la change moi-même. Puis si c'est quelque chose qui est un endroit, mettons, plus dangereux parce que c'est une cage d'escalier ou quelque chose, je les avertis pour que ça soit réglé pour éviter une situation. Fait encore là, on peut avoir une idée qui peut aller compléter si justement avec la ProBail, c'est quelqu'un qui part de chez ses parents ou des nouveaux arrivants, des choses comme ça. Fait que ça peut nous donner, comme que ça devient du cas par cas, on a un peu aussi, en plus de vérifier avec l'employeur et les références de bénévoles, ça peut nous donner aussi une idée sur l'attitude de la personne puis comment est-ce qu'elle va réagir, si c'est quelqu'un qui va s'impliquer, qui va s'en ficher. Fait que ça nous aide aussi à se donner là, une idée sur qui va être la personne, vu qu'on ne peut pas se fier aux antécédents avec ProBail. Puis nous aussi, quand on présente au CA, c'est ça, c'est candidat A, B, C, avec un résumé aussi de l'entrevue du dossier, quels étaient ses points forts, ses points faibles, combien ils ont scoré à l'entrevue, puis la ProBail, qu'est-ce que ça disait. Puis j'apporte toujours le dossier, moi aussi, au CA. Donc, si les membres veulent le feuilleter, il est là, puis ils peuvent le regarder durant le CA avant de décider sur la recommandation du comité que moi, je transmets au CA, qu'est-ce qu'il en est là. Puis, c'est quelque chose qui, je ne sais pas, la personne qui voulait le formulaire, peut-être envoyer l'adresse dans le chat, puis je pourrais lui faire peut-être parvenir une fois parce qu'on est en train de retravailler justement tous nos documents. Fait qu'une fois que ça sera fait, si jamais la fiable, c'est quelque chose, on pourrait peut-être chaque coop mettre ses documents au commun pour pouvoir que quelqu'un puisse aller chercher puis former là, surtout qu'on a des nouvelles coops qui se forment. Donc, ils pourraient se servir de nos modèles pour faire leur propre modèle. Puis, il y a peut-être des idées d'un autre coop ailleurs qui est super bonne, mais que nous, on n'avait pas pensé. Fait que, on peut remodifier les documents pour toujours les peaufiner. Fait que si jamais c'est quelque chose que la fiable voudrait faire, avoir un Dropbox ou quelque chose, ça pourrait être un endroit où on pourrait mettre nos exemples à nous, puis tout le monde pourrait le consulter. Là. Merci, Josée. Et Josée, c'est une super bonne idée. Puis moi, ce que je vais peut-être vous inviter à faire, quand demain, je vais vous envoyer un courriel avec le lien de la vidéo, puis le lien de la trousse outils, que je vais mettre dès maintenant aussi dans le chat. Ce que je vous inviterai à faire, peut-être, c'est m'envoyer vos exemples de documents que vous voulez bien partager. Puis moi, c'est ça, je vais aller alimenter la trousse outils. Et la trousse outils, c'est exactement ce que tu disais, Josée. C'est en fait un Google Drive pour l'instant. Et donc, à ce moment-là, chacun pourra aller chercher les documents et ça serait une super source d'échange. Mais moi, j'apprécie vraiment ce que vous dites, là, en tout cas les échanges de documentation et tout ça. Je voyais que dans le chat, il y avait une demande concernant, par exemple, je pense, le code d'éthique pour le comité de sélection. Et bien, par exemple, il y a déjà un exemple dans la trousse outils qu'on peut aller chercher.
Voilà. Donc, oui, on va... CQCH aussi, Estelle aussi, hein? Là, il y a Ginette aussi qui a levé la main tantôt, là. Mais il y a la CQCH aussi, il y a une zone membre CQCH où chaque personne, c'est pas juste les coops, chaque personne de chacune des coops peut appeler à Québec puis avoir un numéro là, de la zone membre. Puis vous avez accès à une panoplie de littérature, de documentation, de gabarits, exactement. Fait que faut avoir votre code d'accès, là, mais c'est assez facile à obtenir. Donc, gênez-vous pas, ça fait partie des privilèges d'être membre de la FIAB. Puis c'est ça, je mets justement le contact de la personne dans le courriel que je vous envoie demain à toutes et tous. Est-ce que Ginette, vous voulez enfin poser votre question ou vous voulez intervenir? Oui. Pardon. Oui, bonjour. On ne te voit pas, Ginette, on voit ta souris, mais on ne te voit pas toi. Ah, c'est vrai, attends un peu, je vais essayer de regarder. Est-ce que ça fonctionne comme mieux, là? Ah, Ben, je suis à l'envers. Ah, yes! Okay. Ah, je suis contente de te voir, Ginette. OK. Bonsoir tout le monde. Je suis arrivée un petit peu en retard parce que j'avais oublié de m'inscrire. Puis merci, Raphaël, de m'avoir envoyé le lien. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Je demande aux autres coopératives. Je suis Ginette de la coopérative d'habitation Reboul, en fait. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé en cours d'intégration, à l'intérieur du 6 mois de probation, de refuser un membre? Puis si oui, ben, moi, j'ai envie de te parler d'une expérience, pas de ma coop, mais d'une expérience, parce qu'on fait de la gestion immobilière, nous, pour d'autres coops. Je ne la nommerai pas, mais effectivement, il y a une coop où après 4 jours, en fait, c'est une coop là, qui réussissait enfin à se débarrasser d'un problème de coquerelle, d'infestation. Et ça faisait 1 an que le traitement avait lieu. Il était en conclusion. Un nouveau membre est arrivé. Et puis, au 4e jour, il y a eu, à l'intérieur de tout le bâtiment, il y a eu la dernière visite de l'exterminateur. Donc, c'était un grand moment. C'était comme pour clore le dossier. Mais en entrant dans cette unité-là, où il n'y avait jamais eu de problème de coquerelle par le passé, il rentrait, là, puis à chaque pas qu'il faisait, c'était des crunch, crunch, crunch. Et c'était des coquerelles partout, là. Donc, alors effectivement, le membre était parti de son ancien logement et il a rapatrié tout son problème de coquerelle dans cette coopérative-là. Alors là, c'est une catastrophe. C'est une toute petite coop, c'est vraiment une catastrophe. Et la coop ne prend pas de chance, n'a pas les moyens. Alors, 4 jours après, ça a été la fin de l'approbation et le membre va quitter. Raphaël, est-ce que le membre va quitter immédiatement ou à la fin de son bail? Le membre va quitter dans le mois. Alors, on n'attend pas à la fin du bail. Dans le mois? Oui. Alors, ça, c'est dans le règlement. Nous, on avait... c'est une coop très particulière qu'on suit de très près à la FIAB, puis on a remodelé tout le règlement, le cadre réglementaire. Et on s'est organisé là, pour que l'approbation soit excessivement sévère parce qu'on veut plus de problèmes du tout. Alors, dans un contexte comme ça, oui. Donc, une fois que c'est dans les règlements, on peut jouer, pas jouer, mais se prévaloir de refuser un membre à l'intérieur du 6 mois. Ça peut se faire sans problème. Bien là, j'aime beaucoup ton sans problème. OK. Je vous dirais que ça prend des motifs costauds. C'est devant la Cour supérieure, le critère qu'on utilise pour juger de la décision du conseil d'administration, c'est le critère de la raisonnabilité. Mais dans un cas comme celui-là, moi, comme juriste, comme avocat, je suis prêt à plaider à 100% sans difficulté qu'on est dans un cas d'extrême raisonnabilité, là. Okay. Alors, moi, l'avis juridique que j'ai donné à la coop, mais maintenant, est-ce qu'on va se faire barouetter devant la Cour supérieure? Je pense pas, mais ça se peut, là. Mais nous, la prétention qu'on a, c'est que c'est possible puis qu'on a l'obligation de le faire parce que sinon, on s'en va vers une faillite.
carrément. Bon. Donc, Raphaël, si on s'aperçoit qu'à l'intérieur du 6 mois, la personne ne va pas vivre les valeurs de notre coopérative, ne va pas être capable de s'adapter à son milieu, que ça va créer déraisonnablement de la mésentente dans le milieu de vie, on peut se prévaloir c'est un bon motif de refus? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, C'est pour ça qu'on a créé, c'est pour ça que la loi sur les coopératives, en 2005, donc on avait ce qu'on appelle, il y a eu une réforme de la loi sur les coopératives en 2005, et à travers ça, on a ajouté la possibilité pour les coopératives d'habitation, aucune autre catégorie de coopérative, on a ajouté pour les coops d'habitation la notion de membre auxiliaire, donc, et ça veut dire membre en probation. Ça, c'est une spécificité des coops d'habitation. Et effectivement, la conséquence, un peu comme en droit du travail, il faut avoir le réflexe du droit du travail. Mais en droit du travail, vous savez, quand une personne ne respecte pas le contrat pendant sa période de probation, on peut mettre fin au lien d'emploi beaucoup plus facilement. Alors, c'est le même principe pour le contrôlement de la coopérative, avec les conséquences que ça accompagne quand on a une clause de départ, par exemple. Donc, on pourrait normalement pouvoir consulter la FIAB pour valider si on a un motif raisonnable, acceptable, de faire valider notre point. Si jamais que ça nous arrivait, on pourrait se prévaloir des services de la FIAB pour nous conseiller, en fait, à savoir si notre point est suffisamment raisonnable, en cas de doute, là, pour... Tout à fait. Puis on peut produire un avis juridique, on le fait, là. Puis là, ça va mieux à la FIAB, on a un peu plus de ressources, là. Vous voyez, il y a Estelle qui est là, puis qui est capable d'organiser un peu les... Puis on a une nouvelle adresse qui est solution@fiab.coop. Là, on est les deux à recevoir chacun des courriels qui sont là aussi. Mais oui, quand vous avez des situations de doute comme ça, nous, on peut vous pondre un avis juridique dans ces circonstances-là. D'accord, merci beaucoup. C'est un sujet qui est très délicat, c'est très pointu, hein, parce que ça peut concerner la participation, ça peut être le bon voisinage. On est quand même gêné par rapport à ça, d'intervenir, même si on sait qu'on peut s'en prévaloir. C'est gros de renvoyer quelqu'un qui vient juste d'aménager avec toutes ses pénates, là, les frais de déménagement, etc. Mais un membre, ça peut être un membre à vie aussi. Hein? Alors, oui. Je vous invite à garder en tête le critère de raisonnabilité, mais on a beaucoup d'autonomie comme coopérative, mais cette autonomie-là doit toujours rester dans un caractère raisonnable. Donc, OK, merci beaucoup. Je suis contente que tu m'aies laissé entrer dans la réunion. Ah ben ça fait plaisir. Merci. Je pense que Raphaël, juste on avait une question assez intéressante. Enfin, toutes les questions sont intéressantes, là, mais juste même une question qui m'interpelle personnellement, là, de Agathe Paquette. Oui, Marie Crevier. Oui. Est-ce que Agathe, vous voulez poser votre question? Je pense que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Oui, ça concernait les gens qui sont la sous... comment vous avez appelé ça tantôt? Sous-occupation? Oui, c'est ça. Quand on va dire un membre est là avec ses enfants sont partis, le membre demeure seul maintenant dans un 3 chambres, par exemple. Est-ce qu'il y a un droit acquis ou est-ce qu'on doit essayer de forcer ou par rapport à ça? Alors, Agathe, s'il ne dispose pas d'une subvention, ce membre-là a droit au maintien dans les lieux en vertu de l'article 1936 du Code civil du Québec. Parfait, merci. Ah, OK, d'accord. Non, mais c'est une bonne question, Raphaël. Est-ce que c'est quelque chose que la coopérative peut nommer dans ses politiques, de laisser finalement la place, le changement de logement? On pourrait le nommer, mais là, tu vois, moi, c'est là où j'ai l'impression que
la jurisprudence évoluerait pas dans le sens de l'autonomie des coops et privilégierait plutôt le droit au maintien dans les lieux, qui est sacré en droit du logement. Le droit au maintien dans les lieux, il est sacré, mais on a permis, avec l'article 1955 du Code, on a permis une exception pour les coops d'habitation pour nous donner plus d'autonomie. Mais si c'est pour faire des relogements pour ce qui est de l'occupation de l'espace, pour un logement qui n'est pas subventionné, personnellement, si vous me demandez mon point de vue, je ne pense pas que ça passerait le critère de la raisonnabilité auprès de la Cour supérieure. C'est mon humble point de vue. Merci. Alors, il y avait Carole encore et José. Ben moi, je ne savais pas c'était laquelle des deux là, qui devait parler. Ah oui. La clause de probation, en fait, moi, ça fait 11 ans que j'habite ici, puis je ne la connaissais pas. Comment ça fonctionne? Est-ce que la personne, le nouveau membre en probation, est-ce qu'il paie le coût de la coop des membres ou en attendant son acceptation comme membre? Comment ça fonctionne, ça? Hey, Carole, je vais jouer un tour à ma présidente de la fédération. Puis je vais faire un ricochet parce que la Coop du Lac a une belle approche par rapport aux membres en probation. Alors, je transfère, si elle veut, là, mais elle s'y attendait pas, je ne l'avais pas prévenue. Non, j'étais... Tu m'as vraiment pris par surprise. Mais attends, fais juste me dire, qu'est-ce que tu veux dire par l'approche, par le... Bien, alors, comment vous procédez à la Coop du Lac avec les membres en probation, les membres auxiliaires? Ben, nous, évidemment, on les rencontre, déjà au départ, mais aussi on les parraine, on a un parrain, marraine dans la coop, puis on les prend un peu sur notre aile, puis on les implique dans un comité dès le départ. Je ne sais pas si c'est la réponse que tu attendais, là, j'étais vraiment Ils payent combien par mois au début? Ah, ben oui, évidemment, il y a la portion non-membre, merci. C'est ça, au bail, nous, c'est 300 qui payent de plus, normalement. Et une fois, c'est 4 mois, ils payent ça pendant 4 mois. Et puis, au bout du 4 mois, on les rencontre, on fait le contrat de membre et on rembourse également 50 du montant qu'ils ont donné. Fait que ça a aussi un impact sur leur implication parce qu'évidemment, c'est une décision importante pour eux. Donc, en même temps, bien, ça fait partie de leur, pas dire investissement, là, mais de leur participation à la vie coopérative. Et puis, pendant 4 mois, c'est ça, ils payent le 300 de portion non-membre. Alors, tu sais, c'est une approche parmi d'autres. Mais donc, vous voyez, au mot 400 réel, la personne a droit au rabais membre quand elle est membre auxiliaire. Mais à la Coop du Lac, ils ont décidé de ne pas accorder le rabais membre pendant cette période-là. Ils utilisent ce fonds-là donc pour payer d'éventuels frais de réparation pour la remise en état du logement, sauf 50 de ce que je comprends des explications de Manon, qui sont retournés. Alors, c'est un peu l'effet d'un dépôt de loyer qui est illégal en vertu du Code civil du Québec. Mais là, ici, on le fait en vertu du contrat de membre. On le fait en vertu non pas du loyer que la personne paye, mais on le fait en vertu du rabais qu'on lui accorde dans le contrat qui est différent. C'est un autre document. Je gesticule parce que j'essaie de montrer un effet, là, mais en réalité, donc, c'est vraiment le document à côté du bail qui est le contrat de membre sur lequel on joue pour arriver à un effet un peu différent, là, mais qui est un incitatif pour que la personne prenne soin de son logement aussi. Puis j'ai l'impression que les gens comprennent peut-être aussi un peu mieux la valeur réelle de leur logement quand ils doivent payer le plein prix pendant une période de temps, là. Oui, puis moi, je rajouterais aussi qu'on a une espèce de formulaire de consentement lorsqu'ils viennent passer l'entrevue.
dont le candidat va signer et il va avoir les règlements principaux, c'est-à-dire pas la cigarette, pas d'animaux, les choses comme ça, le cannabis, tout ça. Puis il y a aussi cette clause-là qui explique très bien l'apport du 300 $ et du 50 % remboursé une fois que le membre a son statut de membre. Fait que ça, on fait signer ça lors de l'entrevue. Merci Manon, c'est très intéressant. Je n'étais pas au courant de cette pratique. Est-ce que José, vous voulez intervenir? Oui. Par rapport, je reviens là, pour faire un peu de pouce sur un membre auxiliaire qui ne passerait pas sa probation, parce que bon, il ne s'intègre pas bien, ces choses-là. Une fois que la personne a été acceptée comme membre et qu'éventuellement, on réalise que ça devient une pomme pourrite et que, bon, c'est quelqu'un qui paye bien son loyer, qui fait ses parts, mais qui, au niveau de l'intégration, au niveau de la vie de coop avec ses voisins, de bon voisinage, ce n'est pas un bon exemple de bon voisinage. La problématique est vraiment là. Est-ce que ça peut s'appliquer de la même façon? De pouvoir dire, regarde, est-ce que ça peut être une clause raisonnable qui pourrait justifier qu'on décide d'enlever le droit de membre, ce qui veut dire que la personne n'étant pas membre, elle ne peut pas rester dans la coopérative, donc il faudrait qu'elle déménage à la fin de son bail? Cher José, je te répondrais que c'est une question de fait. Ça dépend. Là-dessus, j'aurais tendance à faire du cas par cas. OK. Parce que c'est pour évaluer le critère. Tu sais, comment on a évalué, comment la coopérative s'est-elle prise pour évaluer le problème de participation, le problème de voisinage, comment ça a été documenté, est-ce que c'est objectif? C'est toutes ces questions-là que j'aurais envie de poser dans un contexte comme ça. OK. Mais si on a un dossier pour s'appuyer, des démarches qui ont été tu sais, exemple, une membre va te faire une plainte concernant du bruit d'une personne. Bon, il y a une convocation 57-58 qui est faite. Bon, ça ne se règle pas. On offre une médiation. Il y a une médiation qui est faite entre les deux voisins. Ça se calme pendant X nombre de semaines. Après ça, ça recommence. Puis là, tu sais, José, dans le fond, je comprends l'hypothèse. Je te dirais que, ultimement, oui, mais OK. je veux que vous sachiez que, comme juriste, puis comme coopérateur, pour moi, ça, c'est l'exception. Il ne faudrait pas que ça devienne la règle. Non. Que de rapidement mettre fin à... Non, ça reste une exception. Il faut que ce soit très bien documenté par des sources diversifiées. Il faut que le critère de raisonnabilité soit bien réfléchi, bien appliqué. Tu sais. Mais c'est je pense ça. que c'est un dossier Ultimement, Je pense que c'est un dossier qu'Alex a déjà parlé avec toi, là. Une madame, prenons comme avec un C. OK, d'accord. Je ne sais pas, ça se peut, oui. Ah, OK. Mais en tout cas, c'est ça. Bref, ça commence à être très exhaustif. Je vais dire, moi, je suis rendue à me demander d'apporter au prochain séance une réflexion à est-ce qu'on continue ou parce que c'est le genre, là, on entend les messages qu'elle peut laisser, puis elle fait juste dire bonjour, c'est une telle, puis là, c'est comme oh man, c'est quoi encore, là? Tu sais, c'est comme où on va voir le numéro, puis c'est comme oh, je laisse-tu le répondeur écouter le message, puis la rappeler après, je peux me préparer, là, tu sais. Fait que c'est. Donc, tout dépend de la raisonnabilité, dans le fond. Oui, mais on pourra s'en reparler. Là. Quand il y a un cas précis comme ça, ça va me faire plaisir. OK, pas de problème. C'est beau. Merci. Alors, peut-être qu'on peut, peut-être clôturer. Je ne sais pas si quelqu'un a encore peut-être une question ou une intervention ou si on est correct. Estelle? Oui, bonjour. Oui, c'est Edith. J'avais une question pour Manon.
Manon, tantôt, quand tu parlais du membre auxiliaire, tu disais qu'il payait le 300 de plus. C'est-tu le 300 de plus, c'est-tu la cotisation pour faire partie de votre coop pour être membre? Parce que je sais que... Oui, c'est le rabais membre, en fait. C'est le oui. OK, comme nous autres aussi, à Coop Malcrevier, c'est 200, donc ça serait 200 de plus, mettons. Oui, c'est ça. Nous, c'est 300, mais oui, c'est ça, c'est la portion rabais membre. OK, merci beaucoup. C'était ma seule question. J'étais juste curieuse. Pourquoi le 300? Merci. Merci. Ben, c'est ça, j'en profite, moi, pour vous remercier vraiment d'avoir été là ce soir aussi. Il y a toujours des petites questions qui arrivent après les rencontres ou en tout cas au fur et à mesure de votre vie dans la coopérative. Donc, n'hésitez pas à nous les poser par courriel ou par téléphone. Puis, c'est ça, je voudrais juste conclure sur... donc là, on va se laisser un petit peu tranquille pour février. Et puis, on va se retrouver en mars. Donc, on va organiser l'Assemblée générale de la Fédération, la FIAB, à laquelle vous êtes toutes et tous invités. Et on en profitera pour fêter donc les 4 ans de la Fédération et remettre les prix de reconnaissance. Donc, on n'a pas encore exactement la date de l'Assemblée générale. On vous communiquera ça sous peu. Ça dépend de la préparation, notamment des états financiers. Et 2 autres formations aussi. On va avoir la formation le 11 mars sur la budgétisation, la planification. Et le 27 mars, à ce moment-là, c'est un samedi. C'est la seule formation qu'on a appelée colloque qui a lieu un samedi, sinon c'est tout le temps le jeudi. Et ça, on va parler du vivre ensemble, donc notamment la médiation, la prévention et la gestion des conflits. Et voilà. Donc, merci à tout le monde. Est-ce que Raphaël, tu voulais ajouter quelque chose? On est bon? Bien, un grand merci. C'est un grand plaisir de voir tout le monde. C'est le fun d'avoir tous vos partages, d'avoir vos contributions. Puis, j'espère qu'on va se revoir encore en grand nombre. Ça fait plusieurs formations qu'on organise cet hiver. Puis, la participation est toujours très, très forte. Ça me touche. Je n'arrive pas à croire qu'on est rendu là dans l'existence de notre petite fédération. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Puis, à la prochaine, tout le monde. À bientôt.